Les questions des métanautes. Les questions seulement. Hein. C'est pas les autres là qui sont en train de dialoguer, c'est un chat de questions. On va virer d'ailleurs le reste. Alors, on me demande, que pensez-vous du retour au standard or? Alors ça, j'ai fait une émission là, il n'y a pas longtemps avec Pierre Jovanovic, et on parlait justement de ce standard or. Selon lui, c'est l'alpha et l'oméga de la stabilité économique. Pour lui, si la monnaie, si le système financier est instable, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de référent à l'or, et donc qu'il n'y a pas de valeur en fait à la monnaie, puisque c'est une espèce de monnaie flottante basée sur la dette, et qui a pas, elle se réfère à rien. Et pour lui, l'or au moins garantit une stabilité, enlève l'inflation, etc., etc. Bah, si on met une garantie en or à la monnaie, on n'a plus besoin d'avoir la garantie des gens qui produisent les richesses qu'ils ont reçues en crédit. Donc à ce moment-là, il faut que chaque unité d'or soit l'équivalent d'une unité de monnaie qui a été émise par le crédit. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut que l'or s'ajuste selon sa quantité existante à la quantité de monnaie qui a été créée depuis que l'or est décorrélé. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un boom du prix de l'or gigantesque. Puisque l'échelle de la monnaie, elle a augmenté considérablement par rapport au nombre de grammes d'or qui sont disponibles actuellement. Donc, il faut que le prix de chaque gramme d'or soit exprimé, je ne sais pas, sous forme de 10 000 ou 100 000 unités monétaires. Donc de toute façon, on se retrouve face à un problème d'échelle. Et après, dans une société dans une société marchande qui serait en croissance, c'est-à-dire où il y a des nouveaux produits qui sont créés, comment on fait pour comptabiliser les nouveaux produits si on n'a pas les chiffres nécessaires pour en tenir la comptabilité? Est-ce qu'on peut se contenter de dire on va faire de la déflation, c'est-à-dire on va baisser les prix de ce qu'on produit en plus, de manière à garder une masse monétaire fixe, de manière à garder la baignoire toujours à la même hauteur. Pour garder la baignoire à la même hauteur, il faut que les prix diminuent. Si on augmente la quantité de produits qui s'échangent, si on augmente la quantité d'échanges et que donc la comptabilité de ces échanges va augmenter, c'est-à-dire si je vends 5 tasses à 10, j'ai besoin de 50 unités pour les comptabiliser. Si je vends 10 tasses à 10, j'ai besoin de 100 unités. Donc d'où sortent les 50 unités supplémentaires qui vont nous permettre de noter ces 10 nouvelles transactions. Si on ne les note pas, il faut que les 10 tasses coûtent 5. Et là, on peut toujours tenir notre comptabilité avec 50 unités. D'accord ? Et on met, au lieu de mettre 5 fois 10, on met 10 fois 5. Les prix ont été divisés par 2. Donc le problème de ça, c'est beaucoup un problème psychologique, en ce sens qu'on n'est pas habitué à avoir de la déflation sur les prix des objets. Et le deuxième problème, c'est que si on veut augmenter la quantité, si on veut avoir des prix fixes par exemple, si on ne veut pas avoir de déflation et que la quantité des échanges augmente, à ce moment-là, il faut avoir des chiffres supplémentaires pour tenir les comptabilités mutuelles. Donc, au lieu de 50. En plus, voilà, donc il faut de l'or en plus, si on veut qu'il y ait une corrélation définitive entre l'or et les unités monétaires. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes, c'est pas évident à mettre en place. Alors on me dit aussi à qui on... Alors par contre, ça n'enlève pas à l'or sa qualité de valeur de stockage, de valeur refuge, au même titre que des immeubles ou des boîtes de conserve. Mais là, on n'est pas du tout dans un or monnaie. On est dans un or qui a une valeur parce qu'on estime que de l'or, on arrivera toujours à le revendre pour acheter autre chose. Ouais. Si on a un lingot d'or, ça vaudra toujours à peu près le prix, je ne sais pas, d'un studio à Paris ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être aussi une manière de stocker de la richesse. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, je préférerais avoir du riz dans la cave ou des boîtes de conserve. Mais bon, il y a des gens qui peuvent croire, qui pensent, qui ont peut-être raison, que l'or est une valeur refuge. Et à ce moment-là, on peut garder de l'or, mais pour la matière or. Et pour ce que ça vaut. Oui, parce que à ce moment-là, ce n'est pas une monnaie. Mais c'est une valeur d'échange, c'est ça, non ? C'est une valeur d'échange, c'est-à-dire c'est pas une monnaie en ce sens que c'est quelque chose qui a de la valeur et qu'on peut proposer pour avoir autre chose en échange. C'est un outil de troc, finalement. Mais après, ça dépend des circonstances. C'est totalement relatif, la valeur de quelque chose. Si ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'époque, ça dépend des circonstances. Il y a peut-être un jour, dans un futur proche, où une boîte de conserve vaudra beaucoup plus qu'une pièce d'or.
Tout dépend des circonstances et de la valeur que chacun accorde à ce que tu proposes. En tout cas, c'est pas la panacée, donc toi, tu penses que ça posera aussi un certain nombre de problèmes. À mon avis, à mon avis, non, c'est un bon outil pour accumuler de la richesse et pour éventuellement s'en servir pour proposer à la place d'un autre bien dont on a besoin. Mais en tant que monnaie, il y a une contradiction déjà aussi, ça j'ai oublié de le dire, il y a une contradiction entre la fonction valeur d'échange, la fonction valeur comptable pour comptabiliser quelque chose qu'on reçoit et qu'on donne, et la fonction valeur refuge. C'est un peu le problème du Bitcoin qui est fondé sur les mêmes paramètres que l'or et qui donc est en quantité limitée. Et donc on a tendance à le garder en espérant qu'il va monter ou qu'il va descendre, en espérant qu'il ne va pas descendre. Et donc on ne s'en sert pas pour acheter des trucs. Donc c'est incompatible avec la fonction monnaie d'échange, la fonction valeur refuge. Et la monnaie fondante, ça peut être une solution, une monnaie qui ne serait valable qu'un certain temps, et puis au bout d'un moment, elle n'aurait plus de valeur, et donc sa valeur tombera à zéro, quoi. Et si on met en place des systèmes où la monnaie est émise sans dette pour tous les citoyens, et où on dit dans ce système de comptabilité mutuelle-là, non seulement il n'y a pas d'intérêt, mais en plus il n'y a pas de remboursement de la monnaie n'est pas reprise et détruite, on émet tout le temps de la monnaie, donc il y a toujours plus de monnaie, mettons 2-3% par an en plus, on est sur une exponentielle. Donc à ce moment-là, on a besoin que la monnaie soit fondante, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé d'ajuster les prix à chaque fois qu'on rajoute de la monnaie. Donc là, ce serait valable un certain temps. À ce moment-là, il suffit de dire, voilà, on rajoute 2 ou 3% de monnaie dans l'économie par an, sur le compte de chaque personne, et symétriquement, on contracte les soldes. C'est-à-dire, les soldes positifs sont diminués de 2% par an, et les soldes négatifs reviennent vers zéro de 2% par an. On fait une monnaie fondante qui ramène tout le monde à zéro, tous les soldes, sur, 40 ans par exemple. Et à ce moment-là, on a à la fois une distribution monétaire en exponentielle, et à la fois une asymptote qui ramène la quantité de monnaie vers zéro. Donc en fait, la masse monétaire est stable. La baignoire reste remplie. La baignoire reste remplie toujours à la même valeur, et les prix n'ont pas besoin de bouger. Parce qu'un prix, il ne faut pas oublier, un prix c'est quoi? Ça veut dire, je dis la tasse vaut 10, mais 10, ça ne veut rien dire. Il faut savoir sur quelle échelle ma tasse vaut 10. S'il y a 1000 de monnaie dans l'économie, et s'il y a 10 000 de monnaie dans l'économie, 10 n'a pas la même valeur. Tu vois? Donc en fait, quand on rajoute de la monnaie dans l'économie, pour bien faire, il faut ajuster les prix à la nouvelle échelle de la nouvelle quantité monétaire. Alors on me demande aussi, on me dit à qui empruntent les grandes entreprises, comme par exemple PSA, Renault, à quel taux? Et enfin, quand ils ne peuvent plus rembourser, qui paye? Alors, en ce moment, les grandes entreprises, elles empruntent. En ce moment, la Banque Centrale Européenne accepte de créer de la monnaie pour des obligations d'entreprise. Pour des obligations d'entreprise. Voilà. Alors, on savait que c'est allait traiter, mais là c'est carrément supra-interdit. Ça, oui, c'est du quantitative easing, force de multinationales. C'est-à-dire que les multinationales se retrouvent finalement dans la même situation que les grandes banques, c'est-à-dire quoi, des manques de fonds, et puis si elles ne payent pas, donc du coup... C'est-à-dire ça permet surtout aux grandes entreprises d'avoir de la monnaie nouvelle, donc de pouvoir réaliser des investissements et acheter des actifs réels. Simplement, c'est les entreprises qui impriment de la monnaie en imprimant des obligations. Elles disent, voilà, tiens, je vous dois 1 milliard à taux zéro, et la banque centrale achète ce bout de papier en donnant 1 milliard d'euros à la multinationale. C'est ce qui est réalisé en ce moment. D'accord. Ce qui scandalise totalement les gens comme Positive Money et Monnaie Pleine qui disent, mais attendez, si on peut créer de la monnaie comme ça, il faut créer de la monnaie pour les citoyens. C'est indispensable de faire en sorte que l'attribution du crédit qui permet de créer soit faite au profit de tous les humains à égalité. On ne peut pas dire on va en faire pour un tel et pas pour un tel. Et il est arrivé aussi que, on sait que les grandes entreprises peuvent arriver en déficit et que l'État les rend flous, mais il y a des exemples aussi de banques centrales qui ont renfloué aussi des grandes entreprises qui étaient au bord de dépôt de bilan. Ou c'est les États plutôt qui s'occupent de ça. Pas que je sache. Il y a eu aux États-Unis, oui, dans la grande crise, on sait que l'État avait pris en charge AIG, Chrysler. Enfin, les Américains, ils avaient dû sauver un certain nombre d'entreprises qui étaient très. Après, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons politiques, des raisons d'emploi, de chômage et
potentialité de révolte ou de révolution. Donc il y a un moment où... C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah bah oui, mais attends, le revenu de base, c'est la béquille du capitalisme. » Et c'est vrai que vu d'un certain point de vue, vu par les yeux d'un banquier central, donner un petit peu de monnaie à tout le monde, c'est le meilleur moyen de les calmer. Bah, les Donc, détracteurs du revenu de base, c'est leur grand argument de dire oui, mais on serait dans l'aboutissement en fait, d'un espèce de socialisme ultra sophistiqué où en gros on donnerait à chacun sa petite part et puis définitivement tais-toi et ne demande plus rien. Oui, c'est pas faux. Et donc il y a une compréhension du revenu de base monétaire, disons, appelons-le comme ça, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec un revenu de base par redistribution, où on prend à ceux qui ont trop pour donner à tout le monde. Et donc là, on ne crée pas de monnaie. Là, je parle d'un revenu de base monétaire, c'est-à-dire un revenu de base qui est fait par création monétaire, non pas par l'endettement et les banques commerciales, mais par la banque centrale directement, sans endettement. Donc un revenu de base monétaire, du point de vue d'un banquier central, en ce moment, c'est le meilleur moyen de sortir de la crise et de relancer le système à terme. Pourquoi ? Parce que du point de vue d'un banquier central, en ce moment, le gros problème, c'est que le but, c'est de conserver le système d'exploitation par l'endettement, c'est-à-dire de conserver le fait que les gens soient obligés de s'endetter pour avoir de la monnaie, et donc soient asservis quelque part aux créateurs de monnaie, et s'obligent à travailler pour lui, parce qu'ils ont reçu de la monnaie, il faut en rendre plus. Donc le but du secteur bancaire, c'est de conserver ce système-là. Sauf que ce système-là, en ce moment, il est en train de s'écrouler. Parce que comme la crise s'approfondit, les particuliers n'empruntent pas, les entreprises n'empruntent pas, les États n'empruntent pas, ne prennent plus de crédit, donc du coup, il n'y a plus de monnaie dans l'économie s'écroule encore plus. Donc comment faire pour relancer l'économie juste assez pour que l'économie reprenne ? Hélicoptère monnaie permet de faire ça. Et donc c'est une possibilité qui est en ce moment étudiée très sérieusement par les banques centrales, en particulier par la Banque centrale européenne, qui se dit, si on se met au point de vue d'un banquier central, il se dit, attends, le seul moyen de sauver mon système qui est en train de s'écrouler, je le sais, c'est de réinjecter de la monnaie dans l'économie. Ils n'ont plus assez de monnaie, ils ne peuvent plus s'acheter leurs trucs, du coup ils sont tous au chômage, il n'y a plus personne ne produit rien. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux les forcer à s'endetter. Mais j'ai beau leur dire de s'endetter, ils ne veulent pas. J'ai beau dire aux entreprises, c'est la reprise, ils ne veulent pas. J'ai beau dire aux États, allez-y, prenez de l'argent sur les marchés financiers pour faire des dépenses publiques, ils ne veulent pas, ils n'ont pas le droit à cause du traité de Maastricht, et déjà les contribuables n'arrivent plus à payer leurs impôts. Donc plus personne ne crée de monnaie par le crédit. Donc comment je fais ? Si je les laisse sans monnaie supplémentaire, ça s'écroule totalement. Et mon système d'exploitation risque de s'écrouler totalement. Donc ma solution, c'est l'hélicoptère monnaie, c'est de leur donner de la monnaie, soit aux entreprises, comme je le fais actuellement, comme la Banque centrale le fait actuellement, en espérant que ça va créer de l'emploi, mais ça ne marche pas parce qu'ils investissent, ils virent des gens, ils achètent des machines à la place, donc ça ne crée pas d'emploi. Soit je donne une part de monnaie à tous les citoyens. Pendant 2-3 mois, je leur donne 1000 balles chacun, et du coup, instantanément, ils vont se remettre à dépenser, ils vont retourner au cinéma, au restaurant, ça va relancer l'économie instantanément. Et j'ai une petite chance qu'ils ne s'aperçoivent pas que c'est moi qui ai fait une relance économique en leur donnant de la monnaie gratos. Et j'ai une petite chance que tout le monde se dise « Ah bah tiens, ça a l'air d'être la reprise, donc Bobonne, viens, on va à la banque, on va acheter notre appartement, chérie, on va acheter notre appartement qu'on vous laisse acheter depuis longtemps, ça a l'air d'être la reprise. Je vais peut-être pas me faire virer, on reprend un crédit. » L'entrepreneur, il va se dire « Ah bah là c'est bon, là j'ai une visibilité, l'économie reprend, bon je commence à avoir une bonne production, je vais racheter une machine en plus, je vais chez le banquier. » Les États vont se dire « C'est bon, la croissance a repris, donc on peut peut-être se réendetter un petit peu pour construire un peu des trucs, pour embaucher des nouveaux fonctionnaires. » Les États vont se réendetter aussi. Et du coup, le système est reparti pour 80 ans. Et puis dans 10 ans, on est revenu au même voilà, point, et c'est exactement. La crise. Bon, donc, du point de vue du secteur bancaire, effectivement, un revenu de base monétaire, c'est une béquille momentanée géniale. À condition que personne ne s'aperçoive que... Mais attendez, vous pouvez créer de la monnaie comme ça ? Vous auriez pu le faire quand, ça ? Depuis toujours ? Non mais vous foutez de notre gueule. Bah écoutez, alors on a compris, on s'endette plus, on va plus à la banque prendre du crédit, vous allez créer la monnaie comme ça, définitivement. Il y a le risque pour le banquier. Et donc c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui militent pour le revenu de base ou même qui militent pour le salaire à vie. J'essaye de leur dire, mais le fondement de votre salaire à vie et du revenu de base, c'est pas de prendre aux uns pour donner aux autres, ça sert à rien, puisque vous restez dans une quantité de monnaie identique. Donc
la béquille au capitalisme, c'est ça, puisque vous essayez de reprendre aux voleurs pour redonner à ceux qui se sont fait pomper. Donc ça permet au système de perdurer. Et puis de toute façon, la monnaie, quand elle est créée par la dette, chaque année, les intérêts de l'année d'avant se réajoutent à la masse monétaire. Du coup, il faut payer des intérêts sur cette masse monétaire augmentée. C'est une exponentielle. Donc comment voulez-vous résoudre un problème de besoin de monnaie exponentielle en redistribuant un petit peu par-ci pour donner à l'autre, avec une linéaire. On serait confronté au même système, c'est-à-dire si on ne bouge pas le système de la création monétaire dans le système du revenu de base, on va se retrouver avec des salaires qui baissent, ou alors il faut s'endetter encore. Évidemment. Ça va être un choix comme ça. Bah oui. Ouais. Alors bon, on peut dire évidemment que si on fait un salaire de base par redistribution, il y a un moment où il va falloir faire de la création monétaire quand même pour pas que ça pète. Mais donc du point de vue d'un banquier central, c'est génial de faire de la création monétaire pour les citoyens parce que ça fait une relance et ils seraient en dette derrière. Mais donc du point de vue des gens qui ont compris tout ça, c'est le moment de dire, puisque la monnaie peut être créée sans dette, c'est le système qu'il conviendrait de mettre en place en ce moment pour avoir une création monétaire symétrique entre tous les citoyens, que tout le monde ait la même part, et qu'on arrête d'être obligé de s'endetter pour avoir des moyens de paiement, pour avoir des moyens de comptabilité. Mais c'est pas évident à comprendre, c'est pas évident, même si tu vas faire du lobbying à Bruxelles pour expliquer ça, tu peux pas le dire. Parce que du point de vue du banquier central, il va se dire, merde, ils ont compris le truc, faut pas que je le fasse, tu vois, faut pas qu'ils parlent de ça. Donc c'est très très difficile, très difficile. Et dans la plupart des mouvements que je connais qui soit préconisent des revenus de base, salaire à vie, ou même les gens qui s'attaquent à la légitimité de la dette, personne ne se lance sur ce terrain-là. Ouais, parce c'est que trop glissant, c'est trop délicat. Les mouvements d'aujourd'hui qui veulent aller sur ces idées de revenus de base, etc., salaire à vie, ils ne pensent pas à la création proprement dite de la reprendre en main, ils disent on va partager le pactole qui est déjà là, quoi, en gros. Voilà. Et donc, c'est... Et en fait, on continue le même système, sauf que, comme tu dis, là, c'est comme... Ouais, ça laisse le privilège... Le banquier, en fait, il est un peu dans l'ombre en disant, bon, j'étais obligé de les arroser un peu, comme ça, ils sont tranquilles, mais je continue mon petit truc, quoi. Tant que personne parle du tour de magie, tout va bien, quoi. Tout va bien. À la limite, il vaut mieux favoriser dans les médias dont tu es propriétaire, dont le secteur bancaire est propriétaire, il vaut mieux favoriser dans les médias des gens comme ça, qui finalement... font croire à tout le monde que c'est bien de redistribuer. Et ça permet aux gens de ne pas voir le cœur de la machine qui est toi qui distribue. Parce que dès qu'il y a des hommes politiques qui ont essayé de on va dire d'aborder un peu cette thématique-là, il y en a eu quelques-uns, bon, il y a eu Mélenchon qu'on a vu, il y a eu Marine Le Pen aussi un peu. Oui, il y a eu aussi Thomas Sankara au Burkina Faso qui s'est fait descendre. Il y a eu aussi, il paraît, Kennedy qui voulait mettre en place un système. Et puis bon, plus récemment, il y a eu un certain dictateur dans un pays d'Afrique du Nord qui avait prévu de faire un dinar or et qui voulait refuser de vendre son pétrole autrement qu'avec sa monnaie à lui. Donc ça s'est mal fini aussi, quoi. Et ça s'est très mal fini pour lui. En plus, c'était une monnaie qu'apparemment 45 pays étaient d'accord pour participer à ce projet-là. Il fallait vraiment le descendre, c'était urgent, quoi. Alors, on me dit les crises spéculatives qui ont eu lieu dans le capitalisme mondial tout le temps depuis 200 ans, c'est son fonctionnement structurel. Comment des gens peuvent encore croire qu'il n'y a pas de meilleur système possible? Alors, c'est vrai que le système capitaliste, on a bien grandi avec, tout. C'est un système il y en a qui le chérissent, qui trouvent ça très très bien, ce système capitaliste. Oui, parce qu'ils ne voient pas qu'il y a une dissymétrie fondamentale en amont du système capitaliste. C'est vachement bien, comme on disait tout à l'heure, de créer des produits, de créer une entreprise et de vendre un truc super et de faire fortune. C'est génial. Mais par rapport à un mec qui crée rien et qui fait fortune quand même, t'es un minable. T'es un minable. Tu peux pas lutter, t'as aucune chance. Enfin, si, t'as une chance de t'enrichir si t'arrives à trouver un truc avec grosse marge et gros chiffre d'affaires. Si tu trouves un truc à petite marge et gros chiffre d'affaires, tu t'en sors pas. Si tu trouves un truc à petite marge et gros chiffre d'affaires, tu t'en sors pas. Il faut les deux. Il faut grosse marge et gros chiffre d'affaires. C'est pour ça que Apple a du succès, que Starbucks a du succès, que les seules entreprises qui ont du succès, c'est des entreprises qui font des marges de 50 et qui ont des énormes chiffres d'affaires, qui créent des commerces partout.
n'y a pas de place pour les gens qui font des petits profits ou des petits chiffres d'affaires. Il faut être gros dans un système comme ça pour survivre. Donc en fait, si on dit le système actuel, il est bien parce qu'il favorise la libre entreprise, c'est parce que tu ne vois pas qu'il y a autre chose au-dessus. Alors, on me demande aussi, on me dit, croyez-vous au grand reset pour revenir à une économie plus saine, comme on l'a vu maintes fois dans l'histoire des États? Et sinon, un pronostic pour la durée de vie de la pyramide de Ponzi. Est-ce que oui, le fameux grand reset au sens, bon allez, on élimine toutes les dettes, allez, on repart à zéro, c'est terminé, au revoir, tous les comptes reviennent à zéro. Alors c'est marrant parce que c'est ce qui se faisait dans les temps très anciens, à l'époque de la Bible, il y avait ce qu'on appelait le jubilé, tous les 49 ans, tous les 7 fois 7 ans, qui fonctionnait justement comme ça. Il y avait déjà une appropriation par la force, par les propriétaires terriens, des propriétés des paysans qui étaient là. C'était déjà un système d'exploitation, avec ou sans monnaie. Et donc, les grands propriétaires terriens faisaient croire aux paysans qui avaient travaillé là toute leur vie qu'ils avaient perdu la propriété de leurs terres, c'est comme le servage, pareil, mais qu'ils étaient obligés de continuer à travailler. Et que s'ils n'arrivaient pas à fournir suffisamment de récoltes pour payer le loyer de la terre qu'ils venaient de perdre, ils s'endettaient auprès du propriétaire, et que s'ils s'endettaient perpétuellement, ils finissaient par devenir esclaves du propriétaire, eux et leur famille. Et donc, au bout de quelques années de ce système de prédation et d'inégalité croissante, il arrivait que tous les anciens paysans se retrouvent à travailler pour un propriétaire ayant perdu leur terre, étant endettés et se retrouvant esclaves. Et quand ça prenait trop d'ampleur, ils se barraient ailleurs. Ils foutaient le camp à la campagne, plus loin. Et du coup, le centre de pouvoir, il n'avait plus personne à exploiter. C'est ennuyeux. Donc, il y avait le système du jubilé, c'est-à-dire de l'annulation des dettes. On efface les tablettes et on revient à zéro. Et on redémarre à zéro. Vous revenez chez vous. C'est ce que David Graeber, encore une fois, je le cite encore une fois, dans son livre Dettes 5000 ans d'histoire, appelle amarghi, c'est-à-dire le retour à la mer, le retour à la terre, le retour à la liberté, à l'individualité de l'être humain, à sa vraie nature intrinsèque. Et donc, c'était finalement un réflexe de survie pour les dominants, qui pouvaient repartir sur un nouveau cycle de 49 ans d'endettement et de prédation, puisque les gars partaient plus, puisqu'ils avaient le droit de revenir. On leur disait, oui, bon, je sais, je t'ai pompé, mais on repart à zéro, allez, reviens. Tu vois, et puis, ça permet de redémarrer. Donc ça, ce grand reset, je ne pense pas qu'on pourrait le faire aujourd'hui, franchement. Il y a trop de... Si tu veux, il y a trop de gens qui se sont fait eux-mêmes pomper par le système, et qui donc ont réussi à accumuler un petit peu de richesse. Et comme le système de création monétaire exerce une prédation en ce moment par l'intérêt, les gens qui ont réussi à accumuler un petit peu d'épargne, ils veulent une petite part de l'intérêt. Ah oui. Tu vois ? Oui, parce que au fur et à mesure qu'il y a de la monnaie qui est injectée dans l'économie, évidemment, il y a certains prix qui augmentent. Et donc les gens qui ont un petit budget, mettons, qui ont des économies, je sais pas, un retraité qui a 100 000 euros d'économie, il s'aperçoit qu'il y a 5 ans, il pouvait acheter un 20 mètres carrés à Paris, maintenant il peut acheter un 10 mètres carrés avec le même budget. Donc il se dit, j'ai l'impression que je me suis fait avoir là sur ce coup-là. Et donc il demande au secteur bancaire de lui verser un petit intérêt, 1,5-2%, pour essayer de compenser un petit peu vaguement l'inflation qu'il a subie et qui est une forme de vol. Donc du coup, tout le monde est mouillé. Tout le monde est mouillé, y compris les gens qui ont été pompés et qui se retrouvent à pomper les autres pour essayer d'être moins pompés eux-mêmes. En particulier les épargnants qui ont des sous un petit peu de côté. Placer un peu leur argent, voilà, c'est un peu logique aussi. Et donc ça repose, ça repose sur une illusion, ça repose sur le fait qu'un solde en chiffres au passif d'une banque, d'une entreprise commerciale, ça a une valeur. Non, ça n'a pas de valeur. Si la boîte ferme, ça ne vaut plus rien. Déjà, ça ne vaut rien. C'est juste la mesure de ce que tu as donné, en plus de ce que tu as reçu. Tu vois. Mais aussi, l'État, il l'encourage, parce que c'est quand même ce qui est le moins taxé, c'est les produits financiers. C'est on va dire le produit du capital, c'est quand même ce qui reste le moins taxé. Bah oui, forcément. Même que le travail. C'est moins intéressant de se lever le matin que placer son argent en bourse. Ah bah c'est clair. Oui. C'est si tu veux, la création monétaire et l'intérêt, c'est la négation totale de la valeur travail.
Bien sûr, oui. Bah oui, c'est beaucoup plus... Déjà, si tu sais, quand tu commences à comprendre qu'il y a des gens qui se créent des moyens d'acquérir de la richesse alors qu'eux n'ont rien produit, si tu veux, leur balance, eux, elle reste à zéro tout le temps. Donc tu peux acquérir tout ce que tu veux. Alors bon, évidemment, tu peux dire dans un système... Mais attendez, dans un système comme ça, mais le secteur bancaire va devenir le plus gros secteur économique de la planète. Eh ben oui. Justement, c'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui est en train de se produire. Bah oui, tous les immeubles, tous les grands immeubles des grandes villes, toutes les grosses entreprises. Fonciers, voilà, ils sont. Bah bien sûr, parce bien que sûr. tout leur argent, alors ça veut dire que aussi ce que tu disais tout à l'heure, les banques, voilà, qui vont acquérir des immeubles, elles n'ont pas besoin d'avoir les fonds. Elles produisent. Mais non, elles ne peuvent pas payer en transférant de la monnaie, puisqu'elles créent de la monnaie quand elles payent. Donc elles créent la monnaie, et puis elles achètent des immeubles. Alors ça, il y a un site à lire qui s'appelle Bayard Macroéconomie. C'est un monsieur qui s'appelle Jean Bayard, qui a été comptable et spécialisé dans la finance toute sa vie, et qui a fait un site extrêmement complet, bayardmacroéconomie.com, quelque chose comme ça. Et en particulier, il y a un chapitre sur la monnaie. Et en particulier, il y a le chapitre 2.3 qui parle justement de la création monétaire par l'activité bancaire. Et qui décrit parfaitement tous ces mécanismes avec les bilans. Et bon, c'est un peu technique, mais on voit vraiment très bien comment ça se passe. Et donc, il décrit d'abord la création monétaire par le crédit, ensuite la création monétaire par les achats de devises étrangères. Bon, c'est un peu technique. Et en troisième lieu, le chapitre 2.3, il décrit la création monétaire par l'activité bancaire. Et donc, il commence le chapitre en disant, voilà, nous venons d'étudier les deux façons les plus connues dans les livres d'économie avec laquelle le secteur bancaire crée de la monnaie, pour les achats de devises et pour les émissions de crédit. Mais ce troisième point-là, la création monétaire pour l'activité bancaire, et alors comment il dit, sur ce point-là règne un silence de cimetière. Et ça, bah, c'est pareil, il va falloir qu'on en parle à un moment donné. Ouais, je comprends que ça puisse être un peu... Donc là, c'est difficile, quand on commence à comprendre ces mécanismes-là, c'est difficile de dire que si on donne pour définition du capitalisme, c'est le fait que la création monétaire appartienne à un secteur particulier de l'économie qui s'en sert pour créer du capital. Si on donne le nom de capitalisme à cette activité-là, on ne peut pas dire que le capitalisme favorise le libéralisme et la création d'entreprises. Par contre, si on ne voit pas cet aspect-là, et qu'on croit que le capitalisme, c'est créer des entreprises, vendre des produits, accumuler des capitales, réinvestir avec les bénéfices, là, effectivement, si on donne cette définition-là au capitalisme, effectivement, là, c'est très bien pour le libéralisme. Mais il faut voir la dissymétrie en amont. Alors, on me demande aussi, depuis un an, les banques islamiques arrivent en région parisienne, qui interdit la spéculation et le recours aux taux d'intérêt, qui sont assimilés à l'usure. Concernant le système bancaire actuel, la banque islamique est-elle finalement la meilleure alternative? C'est pas évident parce que c'est un peu le problème aussi il y a quelques personnes en Europe qui essayent de créer des banques éthiques. Et une banque éthique, c'est un peu une contradiction. C'est un oxymore. Bah oui, c'est un peu un oxymore parce que le métier de la banque, c'est de créer du crédit, c'est de créer des dépôts. Et donc, créer une banque éthique, en général, les gens qui veulent créer une banque éthique, c'est parce qu'ils croient que le métier de banque, c'est de prendre de l'épargne et de la prêter. Et ils le croient sincèrement. J'en ai rencontré, hein. Et donc, quand je leur raconte ou quand ils regardent une vidéo sur Internet et qu'ils s'aperçoivent comment ça marche vraiment, ils comprennent pourquoi, depuis 3 ans, ils n'arrivent pas à avoir leur licence de banque. Pourquoi la Banque centrale leur refuse leur licence de banque? Parce qu'ils veulent récolter de l'épargne et financer des trucs qu'ils trouvent bien, quoi. Des énergies renouvelables ou de la permaculture. Et ça, c'est la Banque centrale qui bloque tous les projets d'initiative de création bancaire, quoi. Ouais. Bah, j'ai un cas particulier en Belgique que je connais bien. Il y a un cas en France aussi où ils n'arrivent pas à avoir leur licence bancaire. Et donc alors, le problème de la finance islamique, c'est qu'effectivement, le Coran dit la riba est interdite, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de faire de l'usure, de faire de l'intérêt. Sauf que, pareil, dans un système extrêmement juteux et compétitif comme l'activité bancaire, si tu ne fais pas comme les autres, tu ne tiens pas le coup.
Si tu es une banque et que tu dis, moi, je vais pas appliquer d'intérêt et je vais pas créer de la monnaie, je vais essayer de récolter des dépôts pour les prêter, tu tiens pas. Tu peux pas tenir longtemps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les banquiers privés qui font ça en Suisse et qui tiennent pas le coup par rapport à la concurrence des banques commerciales qui n'ont pas besoin de récolter avant de donner. Et donc le problème de la finance islamique, c'est ça. Donc d'après ce que je sais, bon, il y a peut-être des meilleurs spécialistes ici, mais d'après ce que je sais, ils sont obligés de contourner un petit peu l'interdiction de l'usure en facturant des frais, en étant intéressés aux résultats de l'entreprise, et donc finalement en essayant de survivre dans un système extrêmement compétitif comme celui de la banque actuelle. Mais en même temps, c'est ça, c'est le cœur du truc. Je ne sais plus si c'était pendant la présentation ou pendant qu'on discutait ou tout à l'heure, mais en tout cas, on constate que la plupart des pays où la finance islamique est reconnue et où ils essayent de l'appliquer, ces pays-là sont en guerre contre les États-Unis. Enfin, ou plutôt les États-Unis sont en guerre contre eux. Ouais. Alors, on me dit, concernant les taux négatifs, alors, on me dit qui sont les prêteurs, qui acceptent de prêter ça pour recevoir 98 et surtout pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des taux d'intérêt négatifs, en particulier les bons du Trésor allemand. C'est vrai que qui achète un taux d'intérêt négatif? Puisqu'en gros, c'est comme si j'ai 10 000 euros et puis j'achète quelque chose qui fait qu'il n'en vaudra plus que 18 000. Quoi. Enfin, c'est le prix à payer pour avoir des obligations allemandes. C'est-à-dire que tu estimes que... Je suis prêt à m'appauvrir pour avoir des obligations allemandes. Bah oui, tu estimes que tu perdras moins en ayant des obligations allemandes qu'en ayant du liquide, par rapport à autre chose que tu aurais pu acheter. Si tu as 100 000 euros et que tu les places en obligations allemandes, là, à moins 2, tu auras 98 000 euros dans un an. Par contre, si tu veux t'acheter un studio à Paris et que tu as 100 000 euros, tu peux t'acheter 20 mètres carrés ou 10 mètres carrés, mais peut-être que dans un an, tu pourras acheter que 8 mètres carrés. Tu as perdu 20%. Donc c'est ce calcul-là qu'il faut voir. C'est par rapport à d'autres choses qui augmentent beaucoup plus vite que ça. Et puis en même temps, les taux négatifs, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pas pour le particulier. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en ce moment qui a des intérêts négatifs sur un crédit immobilier. Oui, non. Voilà. Et même pour les grandes entreprises et les États, quand une banque commerciale achète des obligations à un État par création monétaire, il y a toujours un intérêt dessus. Le taux négatif, il est sur la monnaie centrale que les banques commerciales se font créer par la Banque centrale. C'est-à-dire sur des réserves qui sont une toute petite partie des crédits qu'elles émettent. Alors, il y a un problème avec les banques centrales, c'est que les banquiers centraux sont encore dans ce paradigme qu'ils ont, par la création de monnaie centrale aux banques, qu'ils ont un effet sur le crédit que les banques vont créer. Alors qu'en fait, c'est dans l'autre sens que ça marche. Les crédits sont créés d'abord, les banques créent du crédit autant qu'elles veulent, et après, elles se retournent vers la Banque centrale pour leur dire « Ah, au fait, attention, dans la zone euro, il nous faut 1% de réserve par rapport au crédit qu'on a émis. » Donc là, aujourd'hui, on a créé 100 000 euros de crédit, donc il nous faut 1 000 euros de réserve. Et la Banque centrale dit, bah, pas de problème, vous avez droit à un découvert de 1 000 euros sur votre compte chez moi, à la Banque centrale. Donc il n'y a pas de... si tu veux, la Banque centrale ne contrôle pas la masse monétaire qui est émise par le crédit. C'est le crédit qui est émis d'abord, selon la demande du crédit, selon l'offre et la demande du crédit. Et ensuite, les banques commerciales, une fois qu'elles ont créé du crédit, quelques semaines après, se retournent vers la Banque centrale et se font créer des réserves. Et la mission de la Banque centrale européenne, c'est quand même à veiller à ce que la valeur ne baisse pas. C'est ça, l'inflation doit être... Oui, mais elles n'ont pas les outils. Mais elles n'ont pas les outils, non, pour maîtriser l'inflation, il faudrait pouvoir maîtriser l'émission monétaire de crédit. Du crédit, ouais. Voilà. Et elles ne maîtrisent pas l'émission monétaire du crédit, étant donné que le système de réserve fractionnaire n'existe pas. Les réserves fractionnaires, c'est quand on croit que la Banque centrale fait une certaine quantité de monnaie et que les banques commerciales ont le droit d'émettre du crédit en proportion de cette quantité de monnaie-là. Ouais. Tout le monde pense que ça fonctionne comme ça. Non, c'est un mythe encore, c'est une légende, ça fonctionne dans l'autre sens. Les banques émettent du crédit d'abord et ensuite se retournent à la Banque centrale. Et alors dire, j'ai émis tant de crédit, il faut faire... Donc il me faut tant de réserves obligatoires. Et donc, en ce moment, en zone euro, le taux de réserve obligatoire, il est de 1% des crédits qui ont été émis, sur les crédits à court terme. Sur les crédits à plus long terme, il est de 0%.
C'est très amusant d'ailleurs. Si vous regardez sur, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Banque Centrale ou BCE, vous tapez réserve obligatoire et vous constaterez que selon les échéances des crédits qui sont émis, la phrase est magnifique, sur tel type de crédit, le taux de réserve obligatoire est actuellement fixé à 0. Magnifique. Donc ça veut dire autant que je veux. Créer autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ah si, la limite, c'est la demande de crédit par les agents non bancaires. C'est ça le problème en ce moment. Parce que plus personne. Et donc les banques centrales ont beau donner de la monnaie aux banques commerciales, c'est comme si je te disais, tiens, il faut que tu prêtes des tasses, vas-y, tiens, je te donne des tas de tasses et tout. Et toi, tu vas me dire, mais personne n'en veut, qu'est-ce que tu veux que j'en foute, je ne peux pas les prêter, tu peux m'en donner tant que tu veux. Je vais acheter des actions avec. Tu vois ? Oui, d'accord. Ouais. Alors, on me dit aussi, le crédit ne serait-il pas une sécurité sociale pour les gens qui ont besoin d'argent vital à leur survie, pour leur besoin de consommer? Si, bien sûr. Parce que l'argent, ils en ont besoin, d'ailleurs, pour acheter des biens aussi. C'est tout le problème des salaires qui ne se sont pas alignés sur l'inflation, et en particulier sur les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier, je ne sais plus, j'ai plus les statistiques en tête, mais ça s'est multiplié par 10 en quelques années, alors que les salaires n'ont pas bougé. On le voit bien. Pas bougé. Voilà, je sais pas. Littéralement. Je sais pas combien tu gagnais en 1980 ou en 1990 si tu avais un salaire, mais je crois qu'un jeune qui débute en ce moment, il gagne à peu près pareil. Sauf qu'il y a 20 ou 30 ans, avec une année de salaire, tu pouvais t'acheter un dixième d'une maison. Alors que maintenant, c'est qu'en fait, on gagnait à peu près la même chose, sauf qu'on faisait beaucoup plus avec la même somme. Voilà. Il y a un indice, j'ai oublié le nom tout de suite, là, qui calcule la proportion entre les salaires et le prix de l'habitation, ou le prix des loyers, ou le prix des achats. Et la courbe, elle fait que monter, quoi. Tu peux plus acheter avec un salaire. C'est pour ça qu'il faut travailler à deux. Du coup, le mec qui a découvert le 15 du mois, il est obligé de prendre un découvert. Un découvert, c'est un crédit. C'est un crédit, ouais. C'est un crédit à 15-18%. Et donc on est dans un système où les gens qui ont un petit peu d'épargne, c'est-à-dire qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne au niveau de leur solde moyen, au niveau du solde moyen d'une population, il y a des gens qui sont au-dessus de la moyenne, puis d'autres qui sont à zéro, puis d'autres qui sont en dessous le 15 du mois. Donc qui touchent les intérêts, c'est ceux qui sont déjà un petit peu plus riches que les autres, et qui payent les intérêts, c'est ceux qui sont les plus pauvres. Donc du coup, on est dans un système où plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Donc c'est pour ça aussi, évidemment, que dans un système comme ça, l'augmentation des inégalités, elle est structurelle. Oui, parce que celui qui n'a pas d'argent, il est obligé de s'endetter. Et c'est pour ça aussi que ça pète. Et celui qui est riche, il a qu'à rester chez lui et ça monte tout seul. Ouais. C'est pour ça qu'en l'absence de reset, le meilleur moyen de remettre les pendules à zéro, c'est de faire une guerre. On tue tous les pauvres. Et puis on recommence à zéro. On recommence à zéro. Ouais. Un peu ce qui est peut-être en train de se passer en ce moment. Un peu, c'est une solution sûrement qui... Bon, après, il y a des tas d'autres paramètres. Bien sûr. Il y a le il y a cette, comment dire, cette analyse que font beaucoup de gens de dire que la guerre, en fait, qui est un peu en train de nous pendre au nez avec la confrontation entre la Syrie, voilà ce qui se passe en Syrie entre la Russie et les États-Unis, elle cacherait un peu l'effondrement justement de ce système qui est tellement vérolé, tellement pourri, qui pourrait effectivement s'effondrer littéralement, que 2008 ça a été la grande secousse, mais que cette secousse elle va revenir et finalement on sait très bien que rien n'a été réglé depuis 2008. On a fait qu'éteindre le feu en fait. Voilà. Mais, et donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on a dit que un centre de pouvoir privilégié qui grossit parce qu'il pompe à l'extérieur les ressources qu'il ne produit pas lui-même, et qui ne peut fonctionner que dans un déséquilibre de croissance permanente, parce que plus il grandit, plus il y a des parasites qui s'agglutinent autour de lui, moins il produit, plus il a besoin de piller autour, plus il a besoin de s'agrandir, plus il s'agrandit, plus il s'enrichit au centre, moins il y a de gens qui bossent au centre, moins il y a de production au centre, plus il doit s'agrandir. Le problème des États-Unis en ce moment, c'est qu'ils arrivent à un point où pour ne pas s'écrouler, il faut qu'ils contrôlent toute la planète. Et donc il faut absolument, pour une question de survie de leur croissance et donc de leur propre pays, qu'ils arrivent à un empire mondial. Et donc ils sont obligés de pousser dans la direction d'un gouvernement mondial, d'une population mondiale et d'un impôt mondial.
Et c'est pour ça qu'ils... Pour continuer dans leur système. Parce que sinon... Pour que leur système tienne le coup jusqu'au bout. Parce qu'en gros, les États-Unis, là, dans ce que tu viens de décrire, quand tu parles justement d'un centre de pouvoir qui s'étale, etc., et on a l'impression que c'est les États-Unis, voilà, et que toute leur histoire, elle est guidée par ça. Et, oui. Et il faut à chaque fois qu'ils... Bien sûr. Alors bon, après, il y a des raisons tout à fait philosophiques, comme la destinée manifeste. Nous sommes là pour sauver le monde, pour apporter la démocratie à tout le monde. Bon, il y a plein de rationalisations, comme on dit en psychologie. Mais la base du truc, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Quand tu as commencé à prélever à l'extérieur, ça te fait grossir, donc il faut prélever plus, donc ça te fait grossir, et tu es dans un cycle. Parce qu'en plus, les États-Unis, en à l'heure actuelle, est clairement un pays presque qui ne produit rien, on peut le dire, quasiment, puisqu'il n'y a plus d'industrie. Ça ne peut être que comme ça. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Ouais. Et donc ils font que parasiter le reste de la planète avec leur dollar, avec leur machin, etc. Exactement. Mais ils n'ont plus rien, quoi. Ils ont de quoi contrôler le plus loin possible. Avec les armes, militaires. Ils ont réussi à s'associer avec le plus gros producteur de pétrole pour les obliger à accepter de vendre leur pétrole exclusivement dans la monnaie qu'ils fabriquent. Donc du coup, tout le monde est obligé d'accepter le pétrole. Et donc du coup, les gens qui ne sont pas d'accord pour rentrer dans le système, il faut aller les descendre. Il faut aller les descendre. Donc c'est par la force militaire, finalement, je vous impose ma monnaie papier avec la force de mon flingue, quoi. C'est toujours le dialogue entre le soldat et le paysan, et le soldat qui dit t'es obligé d'accepter mes rondelles parce que sinon je te coupe la tête. Voilà, à grande échelle. C'est toujours le même truc. Ouais. Alors, on me dit aussi, faut-il sortir de l'euro? Ouais, accessoirement, c'est une des mesures à prendre, ça aussi. Ça dépend. Si les gens qui sont à Bruxelles arrivent... Alors attends, si les gens qui sont à Bruxelles arrivent à convaincre les banquiers centraux de la Banque Centrale Européenne de faire de l'hélicoptère-monnaie définitif, de créer la monnaie uniquement par dividende monétaire universel auprès de tous les citoyens, si les citoyens se rendent compte qu'il faut réclamer que ce soit définitif et que ça fait un revenu de base et qu'on peut créer la monnaie comme ça et que donc on supprime la monnaie d'endettement faite par le secteur bancaire, à ce moment-là, on peut rester dans l'euro. Puisque l'euro serait devenu quelque chose qui fonctionne bien, qui est équilibré. On reste quand même dans un système centralisé où on dépend de la lubie d'un prochain directeur de banque centrale qui dit non, on revient au système d'avant, c'était beaucoup mieux. C'est très facile de faire péter un système comme ça. Il suffit de créer un peu trop de monnaie pour faire de l'inflation et dire vous voyez, tout se casse la figure. Non, c'était bien mieux avant et on revient au système d'endettement. Donc on est toujours à la merci d'une décision, même pas politique, d'un émetteur privilégié. Donc il faudrait mieux que ce soit des monnaies nationales alors, quand même, non? Alors il y a plein de solutions à ce niveau-là aussi. Il y a quelque chose qui était pas mal, c'est la double monnaie. C'est une proposition d'un monsieur qui s'appelle Yolande Bresson, un économiste, qui a été reprise à un moment par le parti Nouvelle Donne, qui était de créer une monnaie complémentaire nationale, qu'on appellerait l'euro-franc, qui pourrait très bien être émise par revenu de base pour tous les citoyens français et qui serait une double monnaie qui pourrait être utilisée seulement à l'intérieur du territoire français. On pourrait garder l'euro pour les transactions internationales, mais pour les transactions intranationales dans la France, on peut s'acheter et se vendre les choses avec des euros-francs qui pourraient être créés par la Banque de France au profit de l'État français qui la dépenserait, ou bien au profit de chaque citoyen, avec chacun sa part, sous forme de revenu de base. Donc ça, c'est une proposition qui peut faire un genre de double monnaie qui fait qu'au moins à l'intérieur du pays, on peut maîtriser la masse monétaire et on peut donner de l'argent aux gens de manière à ce qu'ils puissent au moins, en cas de grosse crise, quand même aller au marché s'acheter des trucs. Alors ça, c'était une idée qui était prête à être mise en place l'été dernier, enfin au printemps dernier, par Varoufakis, le ministre des Finances grec. Les finances grecques, ouais. C'est un roman cette histoire-là. Parce que quand Varoufakis et Tsipras ont compris qu'ils allaient se faire fermer leur banque et que donc les gens allaient crever de faim, parce qu'ils ne pourraient même pas tirer un billet de 20 € pour aller s'acheter à manger au marché, Varoufakis a dit bon attends, moi je te prépare un plan. Il appelait ça le plan Z. Il est allé voir un copain à lui qui s'appelle Galbraith aux États-Unis, un spécialiste d'informatique et de monnaie. Et ils ont essayé de créer dans le système informatique du ministère des Finances grec, puisque Varoufakis était ministre des Finances, un système d'avoir fiscal qui serait distribué avant le paiement des impôts, au solde, au crédit du compte fiscal de chaque contribuable grec. C'est-à-dire, il voulait avoir accès aux fichiers des contribuables grecs, ouvrir le compte de chaque contribuable grec et créditer chaque contribuable grec d'un montant mensuel de, 500 € par exemple.
qui serait accepté plus tard en paiement des impôts. Donc il voulait transformer la Grèce en État souverain avec un système parallèle d'une fausse monnaie créée par des avoirs d'impôts. C'était une idée géniale. Ça n'a pas tellement été accepté. Ça. Alors quand il avait tout préparé, tout était prêt à démarrer au mois de juillet, quand ils ont voté à 62% pour refuser de signer avec le FMI et la BCE. Et puis ce soir-là, justement, Varoufakis, qui était à Athènes, sautait de joie, évidemment, puisqu'il disait « Oh, je vais aller voir Alexis Tsipras, et puis il va dire « Allez, ton plan Z, là, c'est prêt. Bon, allez, hop, on le met, parce que là, on est dans la merde. Ils vont nous fermer nos banques, puisqu'on a voté pour pas signer. Donc, on sait que la sanction, ça va être qu'ils vont nous fermer nos banques. Donc, il faut que tu mettes vite ton système en place, de manière à ce que les gens puissent au moins avoir leur petit crédit d'impôt pour acheter à bouffer. » Et Varoufakis sautait de joie, il arrive dans le bureau de Tsipras et Tsipras faisait la gueule en disant on est dans la merde parce qu'il va falloir qu'on signe quand même. Et donc Tsipras a dit à Varoufakis non, laisse tomber, on fait pas du tout ton plan parce qu'ils vont nous envoyer l'Euroforce, la police européenne, ou ils vont nous faire pire que ça. Donc on abandonne le plan Z et puis on va se démerder, on va signer quand même. Et donc ils ont signé, et c'est ce qu'il a fait. Ouais, il a signé les plans de l'Union européenne. Voilà. Mais par contre, c'est une super idée. En plus, pour finir sur cette petite histoire-là, quand Varoufakis a essayé de mettre en place le plan pour voir si ça marchait, il a ouvert le fichier des contribuables, il n'avait pas le mot de passe. Le mot de passe, il était à la BCE. C'est la BCE qui contrôlait le système fiscal grec. Et il ne le savait pas. Et donc, donc avec son copain américain, ils ont craqué le propre système fiscal de la Grèce. Ils l'ont craqué, ils l'ont copié sur un portable, sur un petit ordinateur portable. Ils ont mis en place le système d'avoir fiscal pour tous les citoyens. Ils ont tout préparé. Et le plan Z, c'était de reprendre ce qu'ils avaient fait sur le portable et de le remettre sur le serveur du fisc grec avec un nouveau mot de passe. Oh, d'accord, c'est un roman. Contrôle. Ouais, c'est un roman. Incroyable. C'est un roman. Et tout ça, Varoufakis le raconte dans tous les détails dans une ou deux interviews qu'il a faites. D'accord. Ouais, alors, je prends les dernières questions. Allez, on me dit pourquoi tous les pays, et notamment la Russie et la Chine, passent par le système SWIFT ou encore le FMI. Qu'est-ce qui les oblige à le faire? Alors, le système SWIFT, c'est ce qui contrôle tous les échanges. Oui, c'est ça. Tous les virements, toutes transactions tous les virements internationaux. Voilà. Alors, un système contrôlé par les Américains. Ben oui, c'est les Américains qui l'ont mis en place, c'est les Américains qui l'ont mis en place dans le monde entier parce qu'ils ont les moyens qu'il faut. Et donc, au moment de la création, tous les pays se sont dit « Ah bah c'est génial, ça va nous favoriser les transferts, on s'inscrit à ça ». Sauf que si les Américains décident de fermer SWIFT comme pour ça la Russie, arrivait en Iran et comme ça arrivait à la Russie, tu peux complètement verrouiller un système. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'échange. Un système national. La Russie ne peut plus échanger ou l'Iran avec d'autres pays. Donc, voilà. C'est comme si tu fermais leur banque. C'est un moyen de pression quand même. C'est énorme, c'est énorme. Tu bloques l'économie complètement. Surtout qu'il s'est présenté SWIFT comme étant indépendant, mais tout le monde sait que c'est tout sauf indépendant. Ben non. Et donc, alors là, ça ne me revient pas tout de suite, là, mais justement, la Russie et la Chine ont ou sont en train de créer un système parallèle. Un système parallèle, tout à fait. Justement, pour pas qu'un pays dans le monde ait le monopole de tous les échanges internationaux, quoi. Alors, on nous dit, d'un point de vue de l'oligarchie, une troisième guerre mondiale peut-elle être le moyen de relancer l'économie? Oui, bien sûr, oui, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé, complètement. Oui, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide. On me demande ce que tu pensais de monnaie pleine, il a largement expliqué. On me dit aussi, allez... Alors, juste un petit mot sur l'initiative monnaie pleine. En Suisse, on peut organiser une campagne de signature pour obliger le Conseil fédéral, c'est-à-dire le Conseil national de toute la Suisse, parce que la Suisse fonctionne avec un système de cantons indépendants, qui sont en fait des États indépendants, et il y a une fédération, donc le Conseil fédéral, et donc on peut si on réunit 100 000 signatures pour une proposition, on oblige le Conseil fédéral à faire une votation, c'est-à-dire à faire voter les citoyens pour oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative? Et donc il y a des gens qui ont créé monnaie pleine, qui consiste tout simplement à dire les banques ne créent plus de monnaie par le crédit, sauf leur propre monnaie si elles veulent, mais elles ne créent plus du franc suisse de la monnaie nationale.
Le franc suisse, il est créé exclusivement par la Banque centrale, qui donne le crédit soit au canton, soit aux citoyens. C'est simple. Et donc, ça résout le problème de l'endettement, ça résout le problème des crises, parce que là, la Banque centrale a vraiment la maîtrise sur la quantité de monnaie, donc elle peut parfaitement régler l'économie. Et donc, ces gens-là, ils ont milité, mais ils ont fait des marchés, ils ont fait des places publiques pendant 2 ans, en 2014-2015, ils ont réuni 100 000 signatures. Et donc, cette initiative, qui est très détaillée, très précise et très bien rédigée, va être votée en 2017. Enfin, il va y avoir un vote. Il va y avoir un vote, en tout cas, pour dire oui ou non. Voilà. D'accord. Donc, si vous tapez monnaie pleine, regardez bien ça, parce que c'est une véritable bombe qui est en train de se mettre en place en Suisse et qui va, qu'elle soit réussie ou pas, faire discuter vraiment à propos de la création monétaire et des problèmes que ça cause actuellement, et qui va peut-être faire une réflexion beaucoup plus importante dans tous les pays. D'accord. Allez, je prends une dernière question. Voilà, on me dit pourquoi détestez-vous tant la hiérarchie et comparez-vous à un système de prédation et d'oppression? Est-ce que c'est parce que vous êtes marxiste? Bon, ils te prennent pour un marxiste. Allez, la dernière question. On me dit pourquoi tu détestes tant la hiérarchie? Ah bah eux, c'est des bons petits soldats, hein, bien obéissants. Parce que j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire, quand j'ai envie de le faire. Et donc, je respecte la hiérarchie quand c'est quelqu'un qui a une autorité par sa compétence. C'est-à-dire, si mon chirurgien me dit il faut que je vous opère, je vais lui poser plein de questions, je vais essayer de comprendre pourquoi il veut faire ça. Parce que des fois, il peut avoir des raisons qui ne sont pas les miennes. Et si je suis d'accord avec son analyse, je respecte son autorité. Par contre, si quelqu'un me dit il faut que tu fasses ça, sinon je te casse la gueule, là je suis pas d'accord. Voilà. Donc il y a 2 types de hiérarchie. C'est seulement la seconde avec laquelle je suis pas d'accord. Bon, bah, au moins les choses sont dites. Bah, merci beaucoup Gérard hein, d'être venu, donner ces explications sur la monnaie. Merci, bah, nous aussi, grand plaisir. Je pense que les métanautes aussi, on va dire au revoir à la régie, au revoir aux métanautes, au revoir à tous ceux connectés. Et puis on se rejoint mercredi pour une émission originale. Et vous savez très très bien et forcément que si vous nous regardez en ce moment, c'est que vous écoutez ce message et c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde.